Je regarde depuis tout petit les émissions sur la pêche. J'ai une préférence pour les émissions parlant de la pêche dans les milieux lacustres. Sûrement parce que la légende du monstre du Loch Ness me fascine. La pêche en mer, pourtant plus impressionnante et dangereuse, ne m'intéresse absolument pas. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ah, si! L'odeur de la mer me rappelle celui du plat d'huîtres qui a bien failli me conduire à l'hôpital. J'avais 6 ans quand ça m'est arrivé et je pense que ça doit venir de ça. Bref, les années ont passé. C'est au lycée que j'ai rencontré ma belle équipe de loustiques passionnés de pêche. Et là aussi où j'ai rencontré ma défunte femme. Qui sont décédées la semaine dernière. Dans des circonstances absolument terrifiantes. Veuillez me croire, monsieur l'agent. Si vous me laissez raconter toute mon histoire sans me couper et me juger, j'espère pouvoir me faire, j'espère être pris au sérieux et faire justice au nom de la mémoire de ma femme et de mes 3 amis. On allait pêcher tous les week-ends. Puis vint les années fac pour certains et boulot pour les autres. Ce qui nous a fait perdre de vue au bout de 2 ans. C'est dommage, je sais. On s'est retrouvés il y a quelques mois et on s'est prévu un week-end pêche comme au bon vieux temps, qui a donc eu lieu la semaine dernière. Stéphane, Antonio et Mario sont venus chez nous à bord d'un camping-car pour nous emmener au lac de notre enfance, le lac de la Belle des Bois. C'est un grand lac perdu dans un parc naturel régional où quelques cabanes de chasse et sentiers sont les seules œuvres humaines. Bien sûr, nous avions l'autorisation d'y jeter nos lignes et d'y camper. Nous nous sommes garés sur le petit parking à côté du bureau de gestion des eaux et forêts, et revoir cette épaisse forêt composée majoritairement de conifères nous a fait chaud au cœur. Nous nous sommes remémorés nos souvenirs de jeunesse, pendant que Mario finissait de décharger nos affaires de camping. On a marché dans la forêt durant une bonne demi-heure avant d'atteindre la petite berge du lac. Rien n'avait changé, sauf une berge plus étroite à cause des arbres qui ont poussé. On a longé le lac à la recherche d'un endroit où s'installer. On a peut-être bien parcouru la moitié quand on a aperçu un endroit qui avait été occupé par des précédents campeurs. On s'y installe et on commence les préparatifs. Les frères italiens ont décidé de s'occuper de dresser les tentes. Stéphane est parti explorer les berges en quête de spots de pêche intéressants. Moi et ma belle Alix, nous sommes partis en forêt pour ramasser du bois. J'avais hâte de me griller quelques truites arc-en-ciel et brochets. J'en salivais quand tout à coup j'entends Alix m'appeler. Alors je marche en sa direction, puis elle me montre quelque chose du doigt en disant « Regarde ce que j'ai trouvé, il y a un autre lac plus petit par là-bas. J'ai aperçu quelques poissons et la zone est entourée par d'épais fourrés. Il y a un passage animaux pour accéder à la berge qui est en pente douce. C'est marrant, ça me fait penser à une petite plage mais avec de la boue. Et puis le plus fou, c'est qu'on l'a jamais repéré étant jeune. Si ça se trouve, personne n'a été pêché là-bas. » Tout joyeux par cette découverte, nous sommes revenus au campement pour annoncer la nouvelle à nos frères de pêche. Stéphane, réjoui, proposa donc d'y jeter la ligne le lendemain après-midi. Il tenait absolument à ce que nous célébrions nos retrouvailles en pêchant nos premiers poissons dans le lac de la Belle des Bois, l'après-midi même. Nous avions passé une belle après-midi et pêché assez de poissons pour remplir l'estomac de chacun. Le poisson grillé et salé, qu'est-ce que c'est délicieux. Ce repas du soir autour du feu fut magique. Comme lorsque l'on était jeune, nous avons fini avec des chamallows grillés et des histoires d'horreur. Grand classique des campeurs. Durant la nuit, j'ai pris plaisir de pouvoir à nouveau écouter les animaux nocturnes et le bruit de la forêt. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que mes yeux commencent à se fermer. Je me suis laissé transporter par ces sons hypnotisants de la nature lorsque soudainement, une voix de femme lointaine et faible se fait entendre. On aurait dit un chant. Alors j'ai ouvert les yeux et regardé ma femme. Malgré l'obscurité de la tente, je voyais bien que ses lèvres ne bougeaient pas. Si ce n'était pas Alix, alors je devais sûrement halluciner à cause de la fatigue. Le chant semblait se rapprocher. Mais je me suis demandé, qui donc s'amuserait à se promener seul dans cette immense forêt, surtout venant d'une femme? Non par machisme que je me posais cette question, mais c'est par rapport au fait qu'elles sont plus exposées aux agressions que les hommes. Ma fatigue s'est envolée pour laisser place à mon instinct primaire. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un chanter comme ça dans ces bois. Alors je me suis concentrée sur ce chant. Cette voix, c'était bel et bien celui d'une femme. Douce, tendre, un chant parfait. Agréable d'une langue qui m'est étrangère à un genre de mélange d'arabe, d'espagnol ou de japonais. Cette voix s'approchait de nous. Et plus elle s'approchait, plus j'entendais des sons d'animaux fuir. Quelqu'un était bel et bien là à vagabonder au petit bonheur la chance, au hasard, car elle s'approchait, et puis soudainement elle s'éloignait, avant de se rapprocher à nouveau, et ainsi de suite. Ces va-et-vient ont duré, je ne sais pas, une bonne demi-heure peut-être. Puis la voix revient vers nous jusqu'à ce qu'elle devienne claire et forte, comme si quelqu'un était là juste à côté de nos tentes. J'étais terrifiée. Il n'y avait aucune lumière, pas le moindre son de pas. Rien que cette voix. Elle semblait se déplacer autour de chaque tente. C'était vraiment perturbant. Pas le moindre son de brindille qui craque. Elle ne semblait même pas avoir besoin de reprendre son souffle. Son chant était mélodieux et ininterrompu.
J'étais paralysée par la peur quand, soudain, j'ai entendu le son d'un doigt qui glisse contre ma toile de tente. Alors, paniquée, j'allume la lanterne et je saisis un couteau de chasse. J'ai hurlé « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» L'empreinte de doigt qui enfonçait la toile a soudainement disparu. Je sors en catastrophe prêt à en découdre. Mais il n'y avait personne. J'ai regardé partout. Rien. Pas une empreinte de pas. Il n'y a même pas eu le son de quelqu'un qui court. Rien. La voix s'est envolée en même temps que le doigt. J'ai vérifié plusieurs fois tout doucement. Rien. Un gloussement de femme s'est fait entendre à mon oreille gauche. Je me suis immédiatement retournée en poussant un cri de surprise. Mais rien. Il n'y avait personne. Pourtant, j'aurais juré que quelqu'un était là à côté de moi. Il n'y avait pas de traces de pas. Le sol était pourtant boueux, parsemé de petites flaques d'eau. Mais il n'y avait que mes pas. Alors, j'ai décidé de retourner au campement pour me reposer. J'ai pensé que l'un des poissons que j'avais mangé devait peut-être contenir des toxines hallucinogènes, liées à une pollution ou à quelque chose qui l'a absorbé par accident. Cette hypothèse m'a aussitôt rassurée et puis j'ai fini par m'endormir. Alors le lendemain, j'ai demandé aux autres s'ils avaient eu des symptômes suite au repas. Alors ils m'ont affirmé que non. Alors du coup, je leur ai menti en disant que j'ai eu très mal au ventre pour éviter les moqueries. Durant la matinée, nous avons pêché dans le grand lac. Du poisson pour le midi, puis un concours de celui ou celle qui pêchera le plus gros poisson. Bien évidemment, nous avons relâché les poissons du concours. On n'est pas du genre à vider les lacs pour le plaisir, et puis un poisson, c'est un être vivant et doit être respecté. Une fois le repas du midi terminé, nous allions conclure notre dernier après-midi en pêchant dans le petit lac qu'Alex a découvert la veille. Canne en main à ligne jetée, il n'a pas fallu attendre longtemps pour commencer à pêcher des beaux poissons. Vu leur taille, personne ne semblait y avoir jeté la ligne avant nous. Nous étions donc tous les 5 côte à côte sur ce semblant de plage boueux, quand Mario décida d'aller dans l'eau pour essayer de jauger sa profondeur et voir s'il y a des zones où d'éventuelles écrevisses y résideraient. Il a longé les berges en s'agrippant aux herbes. Pendant ce temps-là, nous, on continuait de pêcher. On s'était dit 4-5 poissons chacun et le surplus sera relâché. Au moment où j'admirais mes prises, on a entendu hurler. C'était la voix de Mario. Alors Antonio a couru à son secours et il a ramené un Mario blanc comme un linge et tremblant de peur. Il nous a raconté que, lorsqu'il a soulevé une pierre pour voir s'il y avait une écrevisse qui s'y cachait, il a entendu la voix d'Alex l'appeler. Alors il s'est retourné et c'est là qu'il a vu que quelque chose dans l'eau était bizarre. Il a dit que parmi les reflets de la lumière du soleil sur l'eau, une sorte de masse lumineuse glissait vers lui. Comme l'eau lui arrivait au mollet, il a tout de suite compris que c'était un reflet. Logique, vous me direz. Mais en regardant partout autour de lui, il a dit que rien n'était la source de ce reflet. Quand cette chose est arrivée à lui, il a hurlé quand il a vu que ce reflet était celui d'une femme, plate, nue aux longs cheveux. Les couleurs étaient comme si c'était une photo sépia, avec un effet de contraste. Le reflet lui aurait alors souri au moment où ses mains allaient lui attraper les mollets. C'est là qu'Antonio intervient. Il courait vers lui pour voir ce qu'il se passait. Les mouvements de l'eau provoqués par Antonio auraient fait se volatiliser le reflet. Une fois qu'il a fini de nous raconter ça, on s'est bien évidemment moqué de lui, hein. Et comme c'était le seul à avoir mangé une truite à midi, on a pensé qu'elle devait être à l'origine de l'incident. Si seulement on était parti aussitôt. J'en serais pas ici, sur le banc des accusés à subir toutes ces interrogatoires. Bref, je reprends. Après cet incident, Mario a voulu pêcher dans le lac principal. Antonio et lui sont partis. Le temps passe et c'est aux alentours de 17h que tout a commencé à déraper. Le mauvais temps s'installait et une légère pluie commençait à tomber. Avec Alix, on a remballé notre matériel puis après les avoir déposés au campement, nous avons rejoint les deux frères. Mais ce que nous avons trouvé sur la berge, c'était un Mario pétrifié, immobile, blanc avec des yeux, exorbités par la terreur. Il fixait le centre du lac de la Belle des Bois. On a tous les trois suivi le regard de Mario. Alex et Stéphane ont demandé en même temps « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors je plisse les yeux pour bien regarder. Au milieu du lac, il y avait quelque chose qui flottait à la surface. Quelque chose qui ressemblait à un amas rougeâtre. Le vent faisait s'envoler des morceaux un peu comme si c'était de la mousse. Mario, lui, ne bougeait pas d'un poil. Toujours à fixer cette chose avec terreur. Il ne répondait pas non plus à nos questions. Quand nous lui avons demandé où était Antonio, il s'est soudainement effondré en nous pointant la chose du doigt. Des larmes coulaient de ses yeux. Alex étant secouriste, elle a tout de suite pensé qu'Antonio a dû se noyer. Et elle a donc couru vers l'une des barques amarrées pas loin. Alors je l'ai accompagnée pour l'aider, bien sûr. On a navigué en direction de la chose. Plus on avançait, plus on sentait une tension régner dans l'air. Antonio était-il mort? A-t-il pu rejoindre le rivage? Pourquoi a-t-il nagé dans le lac? Plus on s'approchait de la chose, plus une odeur de viande cuite s'imposait dans nos narines. C'était vraiment prenant au bout d'un moment.
Mais j'ai pensé que des gardes-chasse étaient sûrement dans les parages à se faire un petit barbecue malgré le mauvais temps. La chose qu'on apercevait au loin était bel et bien en train de flotter sur la surface. En regardant de plus près, je pouvais constater que c'était un gros tamas de mousse rouge. Dans l'eau, on pouvait voir une substance blanchâtre épouser les contours de cette îlot de mousse. Pendant qu'Alex criait le nom d'Antonio en regardant partout, je manipulais la mousse avec la pointe de mon couteau et une odeur ressemblant à la viande trop cuite s'échappait de chaque morceau de mousse enlevé. Puis ensuite, j'ai passé la lame de mon couteau dans l'épaisse substance blanchâtre. Alors la texture paraissait grasse et légèrement gluante. J'ai dit à Alix qu'Antonio était peut-être inconscient sous ces substances. Alors on s'est empressé de retirer la mousse avec les rames. L'odeur était horriblement forte. Plus on enlevait la mousse, plus celle qui était sous l'eau remontait, un peu à la manière d'un iceberg qui fond en fait. On a cru qu'on n'allait jamais y arriver. La substance continuait à remonter de l'eau. Après ça, on était entouré d'une multitude de morceaux de mousse et de trucs ressemblant à du gras. Puis, quand la lame d'Alix remonte un morceau de la veste d'Antonio, on s'est regardé dans les yeux. Un mauvais pressentiment m'est venu. Puis, je suppose qu'Alix a dû voir le même, au vu de sa tête. Des larmes ont commencé à glisser le long de ses joues. La couleur de l'eau a changé à force de tout remuer. Elle était devenue rouge sang. Nos mains sur nos bouches, on se demandait comment annoncer la nouvelle à Mario quand la barque s'est soudainement mise à s'agiter. Quelque chose sous l'eau semblait vouloir la retourner, mais on ne recevait pas les coups. Enfin, comment expliquer? Vous voyez les crocodiles qui tapent les bateaux pour les retourner? C'était exactement la même chose, mais sans le bruit de choc qui se fait entendre. C'était vraiment bizarre. Une voix féminine et douce a commencé à se faire entendre. D'abord lointaine, puis de plus en plus proche. Et je l'ai aussitôt reconnue, bien sûr. J'ai raconté rapidement l'événement de la nuit dernière à Alix, qui était terrifiée. On s'est empressé de ramer jusqu'à la berge. Tâche difficile avec une barque incontrôlable. À mi-chemin, la barque s'est stoppée net. Un peu comme si on avait heurté quelque chose. Impossible de la faire bouger malgré nos efforts. Alix a proposé de continuer à la nage. J'ai dit, sûrement pas. Il y a quelque chose dans ces eaux qui nous veut du mal. Un animal exotique qui a été relâché dans le lac ou... Je n'ai pas pu finir ma phrase, car la barque s'est retournée avec force. J'ai pris la main de ma femme en m'agrippant sur la quille de l'embarcation. À ce moment-là, j'ai vu une lueur glisser sur la surface de l'eau. Elle a été rapide, et le chant semblait provenir d'elle. Alix s'est agrippée à la barque balançant une rame sur le reflet, ce qui n'a évidemment pas impacté le reflet qui est arrivé jusqu'à nous. Son chant était si fort que j'avais du mal à rester concentré sur cette situation. Le reflet, qui était identique à la description faite par Mario quelques heures auparavant, s'est agrippé à la hanche d'Alix avant de tenter de la mettre sous l'eau. Non, mais écoutez, monsieur l'agent, je sais que ça paraît fou. Comment un reflet peut interagir comme ça? J'en sais fichtrement rien, moi. Écoutez-moi, merde, je vous dis la vérité. J'ai tout fait pour éviter que cette femme, ou je ne sais quoi, n'emporte ma Alix. Plus j'empêchais la chose d'emmener ma Alix, plus la voix de ce truc devenait strident. Le visage du reflet rempli de haine s'est déformé pour entourer Alix avant vous voyez les briques de jus de fruits avec une paille qu'on donne aux enfants? Eh bien, ma femme a subi les mêmes sorts que la brique lorsqu'elle est vide et que l'enfant continue d'aspirer l'air qu'il y a à l'intérieur. Quelque chose l'a aspiré de l'intérieur au point de ne laisser qu'un amas de peau fripée sur les os. Puis une mousse rouge avec une substance blanche a surgi à la surface. J'étais tellement horrifiée que l'adrénaline m'a permis de nager jusque la berge en un temps record. Je suis désolée, monsieur. Alors, après m'être hissée sur la berge, je me suis retournée et j'ai vu que l'amas de mousse continuait à prendre du volume. J'ai couru rejoindre Stéphane et Mario et je leur ai hurlé qu'il fallait fuir. Stéphane a approuvé et puis on a essayé de rendre les esprits à Mario. Cet idiot a refusé de bouger. Le chant a commencé à s'approcher. On avait beau essayer de secouer Mario, mais impossible. Il a dit que son frère était mort sous ses yeux et qu'il n'a rien pu faire. Cet homme était pire que dévasté. La femme reflet s'approchait à grande vitesse. Mario a fini par se décider, mais trop tard. Le reflet a utilisé la pluie pour se matérialiser debout et elle a emmené Mario dans l'eau. Son hurlement de terreur s'est transformé en un hurlement de douleur absolue avant de s'éteindre et de se faire remplacer par un bruit semblable à celui d'un acide ultra puissant. Une mousse rouge et blanche est apparue. Stéphane m'a pris par le bras et on a couru dans le sentier qui mène au parking. La pluie tombait de plus en plus fort et cette chose semblait se déplacer grâce à l'eau. Le temps de traverser la forêt jusqu'au parking, des grosses flaques d'eau se sont formées un peu partout. Me regardez pas comme ça, c'est un élément important. Alors, on s'est cru tirer d'affaire en voyant le camping-car et le bureau de gestion des eaux et forêts. Trempés jusqu'aux os, on s'est arrêté pour reprendre notre souffle.
Et j'ai demandé à Stéphane s'il pensait que cette femme Ruffler ait pu nous suivre jusqu'ici. Il m'a dit que non, qu'il n'avait jamais vu ça et qu'elle devait sûrement être liée au lac, et que du coup elle ne pourrait pas s'en éloigner. On a essayé de prévenir les employés des eaux et forêts, mais le bureau était fermé. C'est au moment où je vous contacte, vous, la police, que j'ai vu une lueur se déplacer sur la surface des flaques d'eau. J'ai à peine eu le temps de prévenir Stéphane qu'il s'est fait aspirer dans la flaque avant d'en ressentir... C'est terrible comme scène, si vous savez. Sous la forme de cette mousse. Et puis vous connaissez la suite. J'ai lâché mon téléphone, j'ai forcé le camping-car et je me suis enfui. Puis vous avez mené l'enquête, vous m'avez rendu visite, annoncé la mystérieuse disparition de ma femme et de mes amis, puis annoncé que les amas de mousse rouge sont un mélange de sang humain et d'une substance non identifiée, et que la substance blanche est la graisse humaine mélangée avec une autre substance inconnue semblable à de la salive. Et j'imagine que je suis le coupable idéal. Le seul survivant, le seul témoin bien sûr. Et je suis sûr que vous détestez les affaires inexplicables comme celle-là. Quoi que je le dise, mon sort est déjà scellé, n'est-ce pas ?